C'est pas un inédit, parce que l'histoire de l'humanité a de nombreuses histoires d'épidémies. Les plus récentes, comme le SARS, qui est le syndrome aigu respiratoire sévère, qui a débuté en Asie du Sud-Est en 2002 et qui s'est dispatché finalement à la Chine, puis le Canada, un peu Singapour et un petit peu tout ça, finalement reproduit finalement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc on a un petit peu finalement cette connaissance et cette expérience qui nous permet finalement aujourd'hui de gérer les choses différemment. Est-ce que la réponse est proportionnée par rapport à la réalité de l'épidémie? Je dirais que pour l'instant oui, mais après c'est sur plusieurs niveaux. Elle est proportionnée en Chine, où il est important de circonscrire l'épidémie et de limiter les transmissions. Donc effectivement, il y a ces mises en place de quarantaine qui ont été décidées par les municipalités et pas au niveau global. Mais justement dans cette optique de circonscrire l'épidémie, mais aussi d'informer et de pouvoir faciliter la recherche des cas contacts de ce coronavirus, des patients infectés. Et ensuite, finalement, au niveau global, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Finalement, c'est une préparation des systèmes de santé pour accueillir d'éventuels cas, comme c'est le cas en France par exemple, savoir reconnaître la pathologie, savoir quoi faire et savoir aussi gérer la chaîne de transmission, c'est-à-dire chercher les cas contacts pour éviter la dissémination de la pathologie. D'autre part, qu'est-ce qu'on a besoin de faire d'autre? C'est l'information aux voyageurs. Et c'est important parce que finalement, avec une épidémie qui a commencé en zone urbaine, la problématique c'est le dispatch au niveau mondial des personnes potentiellement porteuses du virus. C'est 11 millions quand même de personnes dans les avions chaque jour, donc il y a un bon potentiel de transmission internationale. Donc cette information au niveau des hubs aéroportuaires est importante, et aussi une information au niveau de la population, parce qu'il n'est pas exclu que au fin fond du Chili ou de l'Argentine ou de l'Ukraine ou en France, il y ait un cas qui se déclare parce que justement une personne est allée en Chine, a attrapé le virus et ne déclare finalement symptomatologiquement la pathologie qu'une fois chez elle. Et dans ces régions-là, même si on n'est pas en Chine, même si on n'est pas proche d'un aéroport, le système de santé a besoin de reconnaître la pathologie pour éviter justement un nouveau foyer. Est-ce qu'ils sont aguerris, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont parfaits, tout marche merveilleusement? Non. Quelle est la part de l'OMS? L'OMS aujourd'hui a un rôle normatif, c'est-à-dire qu'elle va être beaucoup dans la guidance technique, sur la définition des cas, sur le partage d'informations et faire un peu le lien, la coopération entre les uns et les autres. Pour l'instant, il n'a pas été question de déclencher le plan d'urgence sanitaire au niveau international, mais qui du coup augmenterait la coopération entre les différents États et organismes, mais malgré tout, ça se fait de manière informelle. Ces mécanismes, on l'a dit tout à l'heure, ne sont pas aguerris de gestion de crise, mais au final, on apprend à chaque fois que quelque chose se passe. Et ce qui s'est passé en 2002-2003 avec l'épidémie du coronavirus, le SARS, sert aujourd'hui sur l'identification rapide du virus, puisque entre le premier cas et l'identification génétique du virus, il s'est passé moins de 7 jours. Et de suite, les autorités sanitaires chinoises ont communiqué aux autorités sanitaires locales, régionales et internationales via aussi l'OMS, ce qui a permis finalement, lorsque un cas est identifié outre-mer, de se dire qu'est-ce que c'est que cette pneumonie, de ne pas perdre de temps justement à identifier cette pneumonie. On a su rapidement que c'était du coup un coronavirus, et ça fait qu'on va prendre en charge le patient évidemment, mais on va avoir aussi cette capacité à pouvoir rechercher de suite les cas contacts de ce patient outre-mer pour éviter justement une nouvelle transmission
de la pathologie sur d'autres cas. Donc finalement, on apprend beaucoup de ce genre de choses. L'OMS a aussi évolué dans sa façon de faire les choses. Son système de reporting des incidents dans ses nouveaux programmes est plus clair et plus transparent, ce qui permet justement de faire le lien peut-être entre ce qui se passe au fin fond du Nord Kivu et ce qui se passe aussi de manière similaire de l'autre côté de la planète, et de faire des liens justement, et de ne pas reproduire et dupliquer finalement les efforts qui pourraient être mis en coopération. Ils ont également mis des fonds de réserve pour les situations d'urgence, qui permet de mobiliser très rapidement des ressources humaines, des ressources financières, pour justement dispatcher sur le terrain assez rapidement les experts et la situation qui est nécessaire. D'autre part, la communication entre le siège et les bureaux régionaux, puisqu'il y a 6 bureaux régionaux à l'OMS, s'est retrouvée aussi améliorée justement pour un but d'efficacité et de réactivité. Une épidémie, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau clinique, c'est-à-dire j'ai mes symptômes, il faut que je les prenne en charge, donc ça c'est le système de santé qui s'en occupe. Le côté épidémie, c'est le côté santé publique. C'est un peu comme une enquête à résoudre finalement. On a un suspect, il faut en savoir le plus possible sur ce suspect pour savoir comment il interagit avec son environnement et quel est son prochain mouvement. Et là aujourd'hui, donc ce coronavirus, c'est un virus qui provient d'un animal encore non identifié et qui s'est retrouvé chez l'humain. Donc il faut identifier cet animal hôte. Il faut aussi travailler sur le mode de transmission. Pour l'instant, sur la transmission interhumaine, on est parti du principe et de l'hypothèse que ça fonctionnait un petit peu comme les coronavirus, le SARS et le MERS qu'on a vu ces 20 dernières années, avec une transmission sur la toux, les crachats, les éternuements, ces gouttelettes finalement qui vont pouvoir transmettre de l'homme à l'homme la pathologie. On a besoin de savoir comment il fonctionne pour pouvoir ensuite, au fur et à mesure, mettre des barrières dans cette chaîne de transmission et ainsi circonscrire cette épidémie. Donc le premier job, c'est effectivement de répondre à toutes ces questions. Deuxième chose, en Chine, on a besoin de travailler à l'amélioration de l'identification des cas suspects de pathologie modérée. On n'en a pas parlé, mais finalement ce coronavirus, il n'est pas si méchant que ça, dans la mesure où il y a 2700 cas, 80 décès, ça fait un taux de létalité entre 3 et 4%. Quand on compare avec l'épidémie actuelle d'Ebola, où on a 2700 cas et 2200 décès, on est vraiment sur un autre taux de létalité. Donc finalement, dans notre épidémie actuelle de coronavirus, on a des patients porteurs du coronavirus, probablement sans qu'ils s'en rendent compte vraiment, parce que c'est une grosse pneumonie. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être d'identifier ces patients-là, parce que ces patients-là, en ayant une symptomatologie, en restant dans leur environnement usuel, vont dispatcher justement cette pathologie et transmettre au fur et à mesure la pathologie à d'autres personnes. Ça, c'est ce qu'il y a à faire en Chine. L'identification des cas suspects et les chaînes de transmission également. Hors de Chine, c'est également le cas, puisque là, nos 3 cas finalement identifiés, on avait au départ 2 cas identifiés confirmés, et finalement ce 3e cas confirmé était finalement un cas contact justement d'un des deux. On a besoin de travailler justement sur la population des voyageurs, parce que c'est notre population cible, tout simplement parce que c'est 11 millions de personnes qui voyagent à travers le monde. Et c'est parmi ces 11 millions de voyageurs, chaque jour, il est fort possible qu'il y ait des cas contacts qui n'aient pas encore développé la pathologie, mais qui vont la développer une fois qu'ils seront arrivés à destination. Donc vraiment, ces hubs aéroportuaires sont très importants justement pour éviter que l'épidémie devienne une pandémie. Pandémie, c'est-à-dire que l'épidémie se dispatche sur l'entièreté du globe. Et dernière chose, c'est améliorer la sensibilisation de la population générale. Ça, c'est quelque chose de très important pour éviter justement un petit peu l'hystérie collective, c'est-à-dire qu'on doit avoir accès à une information claire pour justement éviter de paniquer dès qu'on a un rhume ou paniquer dès qu'on a de la fièvre alors qu'on est en hiver. Donc si on arrive justement
Ces mesures-là, plus généraliser la préparation des systèmes de santé dans tous les pays du monde, puisque finalement des cas vont émerger un peu ici et là, on peut être bon justement pour sortir de cette épidémie-là. Par contre, ce sont de toute façon des données qui vont être soumises à interprétation des nouvelles données qu'on va avoir jour après jour. Ce qui est vrai aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Ça, c'est tout le challenge de la prise en charge d'une épidémie.